Écoutez, on va pouvoir commencer. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, et merci de vous être connectés pour cette Euroquestion saison 2026, épisode 9. Nous sommes ravis d'accueillir Pierre Mirel. Donc, Pierre Mirel, pour vous présenter brièvement, vous êtes directeur général honoraire de la Commission européenne. Vous avez notamment eu des positions à la Commission. Traitant de la politique d'élargissement déjà pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Vous avez notamment aussi beaucoup traité les questions vis-à-vis de la Turquie et les Balkans. Et vous êtes aussi conseiller au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment ravis de vous avoir. Avec Et plaisir. je m'appelle William Alaterre, je travaille à l'Institut et j'ai le plaisir d'animer cette session où nous allons pouvoir parler de votre dernier bouquin, Pierre, L'Europe dépendante, otages et proie, les illusions perdues dans ses voisinages. Donc, dans cet ouvrage, vous explorez et vous nous proposez une analyse approfondie des politiques d'élargissement et des voisinages de l'Union européenne. On va avoir trois grandes questions qu'on va se poser pendant leur question et que vous allez pouvoir y répondre. Et j'invite aussi aux téléspectateurs de pouvoir poser leurs questions dans la section questions et réponses. Je dirais, sans attendre, les questions qu'on aimerait voir apprendre suite à votre livre, cela va être sur les principaux apprentissages que l'on peut tirer de ces 20 dernières années sur ces politiques d'élargissement et de voisinage. Est-ce que ces apprentissages dont vous avez tiré sont-ils homogènes? Également, on va se poser la question de savoir, dans cette recomposition géopolitique, euh, comment la position de l'Union européenne change, et également finalement quelle politique d'élargissement est envisageable maintenant dans cette recomposition actuelle. Quelle relation peut-on avoir avec les pays candidats, mais également avec notre plus grand voisinage? Je vous passe la parole. Merci. Mon livre est en fait une sorte de fresque qui va de, euh, de l'Ukraine à l'Arménie, de la Serbie à la Turquie, du Maroc au Liban, bref, qui couvre l'ensemble des voisinages. Et donc, sur une analyse sur autant de pays et sur une période de 20-25 ans, euh, il y a évidemment de nombreux enseignements à tirer. Mais je voudrais peut-être m'attarder sur trois, quatre enseignements principaux. Le premier, pour moi, il est un peu brutal. C'est finalement l'Union européenne ne devrait pas lancer de grandes politiques audacieuses si elle n'a pas la volonté, l'unanimité de ses membres et les capacités de les mettre en œuvre et de les faire respecter. Et ça, on le voit sur 20 ans, 25 ans, que ce soit avec l'Ukraine, que ce soit dans le voisinage sud, auquel on a étendu la politique de voisinage qui avait été bâtie pour l'Est. On le voit avec la Turquie, on le voit avec les Balkans. Mais si on revient un petit peu en arrière pour comprendre ça, c'est finalement ces politiques ont été lancées entre 2003 et 2005, dans une période où, après la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l'Union soviétique, c'était l'euphorie, aussi à la lumière du succès du grand élargissement de 2004. Et donc, il y avait finalement cette conviction que démocratie libérale, économie de marché, consensus à la bruxelloise, si on peut dire, allait prévaloir sur le continent. D'où lancement de politiques d'élargissement avec les Balkans, avec la Turquie même, politique de voisinage avec l'Est et avec le voisinage sud. Mais en 2013, une nouvelle, disons, une adaptation de la politique de voisinage a été faite avec la proposition à l'Ukraine, à la Moldavie, à la Géorgie, d'un accord d'association. Accord qui va très loin, qui vise intégration économique, association politique, y compris à la politique étrangère et de défense de l'Union européenne sur l'Ukraine. Donc, qu'on le veuille ou non, et je sais que là, je vais heurter certaines convictions, qu'on le veuille ou non, cet accord d'association s'est traduit par une extension de la zone d'influence de l'Union en Ukraine, considérée par Moscou comme sa zone d'influence traditionnelle. Donc, on avait là deux volontés sur un même territoire. On n'a pas,
on n'aurait pas dû être surpris par le clash de 2014, c'est-à-dire la Russie qui intègre la Crimée et qui soutient les sécessionnistes du Donbass. Et c'est là où la question se pose. Quelle a été la réaction de l'Union? Bien sûr, elle a adopté des sanctions, mais bien faibles par rapport à ce qui venait de se passer. C'était tout de même la deuxième fois depuis 1945, après la Géorgie, la deuxième fois où un pays européen, en l'occurrence la Russie, enfreignait les règles du vivre ensemble, le respect de l'intégrité territoriale, etc. Et donc, là, le soft power bruxellois, les convictions que tout pouvait se dérouler de façon apaisée sur le continent, ont été battus en brèche. Et c'est pour ça que je dis comme premier renseignement que je tire, c'est qu'on ne peut pas se lancer dans une politique audacieuse si l'on n'a pas la volonté et les moyens, et l'unanimité, bien sûr, de la mettre en œuvre. Et en appui de cette leçon, moi, j'ai formulé dans le livre une proposition qui, en fait, est de revenir à ce que Jacques Delors avait institué pour la Commission il y a maintenant 40 ans, où il avait créé une cellule de prospective qui analysait en profondeur la prospective, les politiques, les perspectives de telle ou telle politique future. Et je pense qu'on devrait revenir à cela. Moi, je propose un Conseil européen d'anticipation qui pourrait être doublé de ce que Pierre Vimon a appelé un Conseil de sécurité, en tout cas qui pourrait réfléchir aux crises possibles, potentielles, et surtout qui développerait une culture stratégique commune entre les 27 qui fait largement défaut en raison de leurs différences, évidemment, historiques, géographiques, d'intérêts, etc. Donc, pour moi, c'est une première leçon. Et en regard, il y a une deuxième leçon qui va évidemment avec. Si on ne peut pas lancer une politique audacieuse, si on n'a pas les moyens, alors quels sont les moyens pour pouvoir lancer de telles politiques? Voilà, je crois que c'est le débat qu'on voit presque tous les jours, y compris dans nos journaux. La souveraineté stratégique d'un côté et la souveraineté économique et technologique de l'autre. Alors, la première, la souveraineté stratégique, c'est peu de dire qu'elle est faible. On s'est endormi sous le parapluie de l'OTAN et des États-Unis. Je crois qu'il est grand temps maintenant, d'ailleurs des efforts sont entrepris largement dans ce sens, de créer une politique de défense européenne comme un pilier de l'OTAN. Je pense que dans un premier temps, on doit être à l'intérieur de l'OTAN. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de l'OTAN où les états-majors ont pris l'habitude de travailler ensemble, où il y a des plans, où il y a des structures, où il y a une logistique commune. Et donc, je crois qu'il faut rester dans l'OTAN pour créer ce pilier. L'avenir dira s'il peut, ce pilier peut devenir plus autonome ou non. Donc ça, mais là, je me pose une question. En regardant les financements des dépenses militaires, l'ensemble des dépenses militaires des 27 États membres de l'Union est nettement supérieur à celui de la Russie. Alors, certes, on a sans doute besoin de financements supplémentaires pour des investissements dans les drones ou nouvelles technologies, etc. Oui, mais au point de devoir doubler, voire tripler les financements, là, je me pose une question et j'ai une crainte. Si l'augmentation trop importante des financements militaires devait se faire contre une réduction des dépenses de santé, d'éducation notamment, mais pas uniquement, je pense qu'on pourrait avoir des retours un peu difficiles dans certains partis politiques extrême droite et extrême gauche qui pourraient blâmer l'Union pour être devenue trop militariste. Bon, ça c'est une question à côté. Mais l'autre aspect, évidemment, de la réaction, c'est de développer la souveraineté économique et technologique. Là, la réponse elle nous a été fournie depuis maintenant 2 ans par Enrico Letta, d'un côté, compléter le marché intérieur, et par Mario Draghi. Alors, 2 rapports complémentaires pour une véritable résurgence de l'Union dans ces domaines à la fois économiques et pour réduire la dépendance de l'Union. C'est ça la question. Alors, il y a des gens, des personnes qui disent, oui, mais de toute façon, un pays ne peut pas être indépendant. C'est vrai, aucun pays n'est indépendant. Mais la question essentielle n'est pas d'être indépendant, mais d'avoir un consensus suffisant pour réduire ses dépendances, en fait, pour choisir ses dépendances et avec qui on veut être lié pour créer ou développer une technologie ou une industrie. Donc, je crois que
la leçon, là, c'est véritablement de mettre en œuvre d'urgence ces deux rapports. Mais bon, il y a des doutes. Hein. Moi, j'ai des doutes sur. On ne voit pas véritablement une réaction d'urgence de la part de la plupart des États membres. Et Mario Draghi s'en est encore inquiété récemment dans un discours à Aix-la-Chapelle. On continue à voir finalement cette opposition entre les atlantistes d'un côté et ceux qui aspirent à plus de souveraineté européenne, aussi entre les libéraux et les protectionnistes. Et je crains que ces divisions ne soient pas dépassées rapidement pour que l'on sorte de ce fossé économique et technologique. Alors j'ai un troisième enseignement qui est d'une autre nature. C'est, là j'emprunte la formule à Pierre Asner, qui nous a quittés il y a quelques années, qui a écrit ce livre qui s'appelle La revanche des passions. Pourquoi j'emprunte cette formule dans ce cadre-là? Parce que finalement, le fondement de l'Union européenne, à mon sens, c'est d'avoir voulu substituer aux passions violentes de l'histoire des luttes continuelles qui s'abritaient sur la culture, sur l'histoire, sur la politique, etc., d'avoir substitué à tout cela une culture du compromis autour de deux éléments clés, démocratie libérale et économie de marché. Et finalement, tout ça a bien fonctionné jusqu'au début de ce siècle, du 21e siècle. Avec en complément, il y a ce qu'on appelle, les experts appellent le consensus permissif. C'est-à-dire que les citoyens européens, finalement, laissaient leurs représentants à Bruxelles avancer vers une construction européenne sans poser trop de questions. Et tout cela a été attaqué depuis, moi je dirais 2008-2010, crise financière, crise économique, crise des migrations. Et dans les pays qui nous ont rejoints en 2004, Europe centrale, un phénomène additionnel qui a été celui des millions de travailleurs laissés de côté par des réformes, des transformations économiques quand même assez rapides et brutales. Et tout cela intervenant dans des sociétés très conservatrices, et donc qui ont suscité un nouveau nationalisme, un repli identitaire, évidemment avec un bouc émissaire commode, l'Union européenne, bien évidemment, parce que derrière, comme là j'emprunte la formule à Bruno Tertrais, des entrepreneurs identitaires ont manipulé à dessein, faussant la vérité des choses sur l'Union européenne, manipuler l'histoire, manipuler l'Union pour créer ce repli identitaire. On l'a vu avec Viktor Orban en Hongrie, on le voit avec le président serbe Vučić aujourd'hui, Moscou évidemment, mais on le voit aussi en Tunisie, on le voit en Turquie, une manipulation et surtout un phénomène adjacent qui est celui de la victimisation. On est victime, on croit l'être, ou on manipule cette idée de son voisin, de l'histoire, du passé. Et donc, on est entré comme ça dans cette une nouvelle configuration du monde où on est toujours victime de quelqu'un contre l'esprit de compromis que Bruxelles, sur lequel Bruxelles et l'Union sont construits. Et tout ça entre en résonance aujourd'hui, et c'est bien la grande nouveauté, avec la même idéologie à Moscou, mais aussi à Washington, au point que Trump prétend maintenant soutenir avec J.D. Vance les partis dits patriotiques, c'est-à-dire d'extrême droite dans nos pays. Alors là, je tire moi trois leçons. Si l'on se souvient de ce que Jacques Delors, autrefois, développait comme concept pour l'Union, d'avoir à la fois de la concurrence nécessaire entre les États et entre les entreprises, etc., concurrence saine, coopération et solidarité. Et j'ai le sentiment qu'en 20-25 ans, la concurrence l'a emporté sur la solidarité. Concurrence, on peut lui mettre différents attributs, ultralibéralisme, libéralisme financier, etc. Et je crois qu'il est essentiel de mettre l'accent maintenant sur la solidarité. On le voit en matière climatique, mais aussi dans les domaines dont on parle aujourd'hui. La deuxième leçon, c'est l'absolue nécessité de défendre notre modèle européen. Il est attaqué en Europe, il est attaqué dans les voisinages, il est attaqué par la Russie, il est attaqué par les États-Unis, il est attaqué de façon plus insidieuse par la Chine, et je crois qu'il est indispensable de le défendre.
Et puis le troisième élément, et il va de pair avec le second, c'est, là j'emprunte une formule d'un philosophe belge, Luc Van Middelaar, qui parle de la nécessité pour l'Europe d'une émancipation narrative, c'est-à-dire de reconnaître les erreurs, de reconnaître, est-ce que l'Union reconnaît ses erreurs? Non, rarement, franchement. Donc une émancipation narrative à la fois sur ce qui a été raté, sur ce qui n'a pas été fait, mais aussi pour sortir, disons, de conclusions du Conseil souvent lénifiantes, auxquelles le citoyen moyen a bien des difficultés à se retrouver. Donc voilà ces trois enseignements. J'en ajoute un quatrième qui est d'une autre nature. Euh, Puisque l'Europe a été sur toutes ses politiques constamment depuis 25 ans, elle continue à l'être malheureusement divisée, ce qui nuit évidemment et empêche le succès de ces politiques, une adaptation nécessaire de la gouvernance européenne. Je crois que c'est indispensable. Mais là, tout le monde va dire immédiatement, bah oui, c'est le veto. On l'a vu avec Orban sur l'Ukraine, etc. Je crois qu'il faut faire attention à la question des vétos. Les petits États membres de l'Union sont en faveur du maintien du veto parce qu'ils ont peur qu'un jour, les grands États pourraient, la conjonction de quelques grands États, pourraient forcer à des décisions qui ne seraient pas dans leur intérêt. Mais on peut l'encadrer, ce veto. Enrico Letta avait proposé que s'il y a un veto, qu'on ne pourrait prendre en compte un veto que s'il y a 3 États membres et non pas un seul qui formule la question. Il y a aussi, en matière d'élargissement, la Bulgarie qui a bloqué longtemps la Macédoine pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les critères d'adhésion, c'est-à-dire l'histoire, la langue, mais ça, au contraire, l'Union doit être créée pour dépasser ces problèmes. Dans ces cas-là, et je regrette qu'on ne l'ait pas fait, j'aimerais bien qu'un juriste me dise si c'est possible, et je pense que ça l'est, d'aller devant la Cour de justice, sur base de l'article 49 du traité, l'article sur l'adhésion, et l'article 2 sur les valeurs, et de demander à la Cour, dites-nous le droit. Est-ce que le pays qui invoque la langue ou l'histoire est fondé pour s'opposer à une décision unanime Donc, alors, ceci dit, il n'y a pas que le veto. On a vu au cours des années, et c'est un petit peu la beauté du traité, d'avoir une flexibilité tout de même dans ce qu'on appelle les clauses passerelles, abstention constructive, coopération renforcée. On peut utiliser tout cela. Mais ceci dit, si d'emblée, dans les années qui viennent, et notamment en matière stratégique, si les 27 ne sont pas en mesure de se mettre d'accord, eh bien, je crois qu'alors il appartiendra à un groupe limité, peut-être les volontaires qui existent aujourd'hui, sur tout ce qui est stratégique avec l'Ukraine, de se lancer des politiques avec un nombre plus limité d'États membres. Je crois que ce sera indispensable. Et pourquoi pas? Après tout, Schengen a été créé comme cela, en dehors des traités, en dehors des institutions, comme une institution séparée, et a été, si je peux dire, européanisée par la suite. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pierre. C'était vraiment un récit construit et approfondi que vous nous avez offert. Et je pense que sur quoi vous avez commencé, la nécessité pour l'UE de ne pas lancer des politiques, ou en tout cas de réaliser des politiques où on a une volonté, une capacité, une unanimité de faire, est primordiale. Et je pense que cette réflexion me porte sur notre première question qu'on a, sur cette capacité maintenant de continuer la politique de l'élargissement. On a notamment au Centre Grande Europe beaucoup parlé du fait que dès 2022, il y a eu un changement au sein de la Commission sur cette question d'élargissement et réaliser l'importance de celle-ci. Et notamment, on vient de fêter les 20 ans du Monténégro qui est en anglais le frontrunner sur cette politique d'élargissement. Alors, quid de cette adhésion? Est-elle pour vous, selon vous, possible, réaliste? Et est-ce possiblement aussi un outil efficace d'intérêt de l'Union européenne face à la Russie? C'est vrai après 20 ans de promesses et d'actions de toutes sortes et de sommets et de conférences, notamment avec les Balkans, on est bien loin de ce qui avait été envisagé à Thessalonique en 2003. 2 pays, vous avez mentionné le Monténégro, on mentionne aussi l'Albanie, sont assez proches de, de remplir toutes les conditions pour adhérer. Je pense que d'abord, ce serait
indispensable pour l'Union d'avoir au moins un ou deux pays des Balkans qui puissent s'intégrer dans les années qui viennent, ne serait-ce que pour une question de crédibilité de l'Union. Parce que si on n'arrive pas dans ce qu'on peut appeler vulgairement notre arrière-cour des Balkans, qui sont entourés par des États membres, qui sont des petits pays, si on n'arrive pas à ce que nos politiques soient acceptées, intégrées dans leur ordre juridique, alors je crois que vraiment l'Union a démontré ses faiblesses, ses divisions et autres. Donc c'est indispensable. C'est indispensable aussi d'un point de vue sécurité. Les Balkans sont la proie de toutes sortes d'influences. La Russie, bien sûr, mais la Chine, notamment en Serbie, la Turquie, les pays du Golfe. Et donc, il est important de continuer à les amarrer. Alors, si le Monténégro peut accéder dans les années qui viennent, et l'Albanie, c'est très bien. Les autres pays qui ont différents problèmes, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais des difficultés, nous sommes un certain nombre à plaider pour une intégration graduelle, étape par étape, secteur par secteur, à commencer, si possible, par le marché intérieur, combiné avec le marché commun régional que eux-mêmes sont en train de mettre en œuvre, devrait booster les investissements et réduire les risques de migration qui sont un des risques d'immigration en parallèle à la démographie en berne dans ces pays. Et donc, toute situation de ce genre peut être manipulée par des puissances extérieures parce que ça suscite de l'insécurité. Donc, c'est tout à fait indispensable. Alors, avec les Balkans, ça n'est pas si compliqué, ce sont des petits pays. Avec l'Ukraine, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut, avec l'Ukraine, de la même façon, appliquer une adhésion graduelle. D'ailleurs, le chancelier Merz vient de se rallier à cette idée d'une adhésion graduelle, complétée par une sorte d'engagement formel de membres associés. C'est Sébastien Maillard, notre collègue de l'Institut de l'Or, qui a proposé cette idée il y a 2 ans. Donc, les deux éléments ensemble devraient permettre d'avancer progressivement vers l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie, d'ailleurs. C'est fascinant et on avait une question aussi sur cette question ukrainienne en fait de voir comment la Commission a beaucoup porté cet élargissement et beaucoup porté cette candidature, mais qui a été où il y a eu une résistance des États membres sur certains points et donc comment sortir de cette impasse sur cette question ukrainienne peut porter aussi une réelle problématique, à la fois aussi sur les pays aussi du Caucase, la Géorgie, où on a vu que celle-ci demande certains moyens pour se rattacher à l'élargissement. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur ces questions de comment est-ce qu'on peut rectifier le tir sur des politiques d'élargissement qui avaient débuté mais qui semblent s'enrayer. Mais je pense que ce qui est malheureux d'abord, c'est d'avoir laissé croire aux Ukrainiens que leur pays allait adhérer à l'Union demain matin, pratiquement. Je crois que c'est vraiment très dommage parce qu'on va créer, comme on l'a fait avec les Balkans depuis 20 ans, des attentes et donc des frustrations parce que ça ne va pas arriver. C'est pas uniquement une question de l'agriculture, etc. On peut toujours trouver des périodes transitoires, mais il y a la question de la sécurité avec l'Ukraine. Et l'article 42.7 du traité, si un État est attaqué, tous les autres doivent lui porter assistance. Imaginons l'Ukraine dans l'Union, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'a pas la possibilité de le faire. Ou il faut des garanties de sécurité extrêmement fortes. Et même, peut-on faire confiance à la Russie tant qu'on n'a pas un traité de paix signé en bonne et due forme? Donc il faut une différence entre cette adhésion qui sera nécessairement, je pense, graduelle, progressive, et d'autres pays de ce qui est toujours le voisinage Est, par exemple l'Arménie. L'Arménie où il y a, selon un dernier sondage en Arménie, plus de 60% des Arméniens qui voudraient adhérer à l'Union européenne. Oui, mais l'Arménie, c'est un peu loin de l'Union européenne, non? Elle n'a pas de frontières communes. Elle dépend à plus de 50% de ses exportations de la Russie. Elle importe son énergie de la Russie à prix préférentiel. Elle a plus d'1 million de travailleurs qui sont en Russie. Chaque fois où il y a une velléité à Yerevan de se rapprocher de l'Union, Moscou dit attention, vous êtes liés par un accord de union douanière avec nous, vous pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Bon, je pense qu'il faut, avec l'Arménie, on doit continuer ce qui a été engagé, c'est-à-dire renforcer la connectivité, en particulier les transports,
entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, puisque la frontière va bientôt être ouverte. Et ça, c'est un couloir sud-Caucase extrêmement important pour les pays et pour l'Union européenne. Ça me permet une très bonne passe pour une autre question et vous y consacrez notamment un chapitre dans votre livre sur la Turquie. Dans les enseignements que vous observez, une question, c'est fermer la porte à la Turquie fut-il à vos yeux une erreur de stratégie? Comment aborder cette question turque dorénavant et soutenir aussi la Turquie possiblement dans sa démocratisation et les valeurs que l'Union européenne souhaite à défendre et donc vous avez mentionné pendant votre présentation. Je pense que avoir ouvert les négociations d'adhésion à la Turquie, ce fut une erreur. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun débat public sur cette question, qui est tout de même une question formidable. La Turquie, ça n'est pas le Monténégro, immense pays, par sa situation, sa géographie, son importance, son armée. Aucun débat public. Et on a bien vu les développements ensuite en Turquie. C'est un pays qui n'est absolument pas prêt, pas mûr pour adhérer à l'Union européenne, à supposer qu'il le soit un jour et que ce soit intéressant. Par contre, et je crois qu'il faut dire, avoir une discussion avec le président Erdogan, qui n'est plus vraiment intéressé d'ailleurs à l'adhésion, pour dire on arrête ce jeu stupide, puisque les négociations sont gelées sans l'être des jurés, et s'engager dans ce qu'on peut appeler un partenariat stratégique autour d'une modernisation de l'union douanière en Turquie, parce qu'on perd des parts de marché en Turquie. L'Union européenne perd des parts de marché par rapport à la Chine, qui fait une éruption spectaculaire, comme dans le voisinage sud d'ailleurs. Et donc, moderniser l'union douanière et engager un partenariat stratégique parce que sa situation géographique, parce que l'importance de son armée, parce que l'importance de son industrie militaire. Donc on a tout intérêt, avec tout de même quelques conditions minimum, notamment de libérer le leader de l'opposition qui est en prison depuis bientôt 2 années. Ça c'est vraiment, je veux dire, il faut trouver un équilibre entre intérêt et valeur, certainement. Et on devra sans doute compromettre avec la Turquie, mais pas au point d'accepter que le seul challenger de Erdogan, un homme par ailleurs fort raisonnable, social-démocrate, soit en prison pour des charges stupides où il risque jusqu'à 2000 années de prison. Quelle Turquie? De quelle Turquie parle-t-on? Fascinant. Et vous avez, dans votre bouquin notamment, vous parlez de ces changements géopolitiques qui chamboulent aussi les politiques d'élargissement et des voisinages, mais également la question des fractures internes qu'on observe dans l'Union européenne. Et beaucoup des questions de nos téléspectateurs, des participants parlent de ce besoin de réforme de gouvernance de l'Union européenne, notamment cette question, où en est-on dans la question des réformes internes à l'UE et celle-ci, tant au niveau institutionnel que décisionnel, ne devrait-elle pas être aussi conditionnée à l'intégration de nouveaux membres? Comment peut-on allier politique d'élargissement avec une gouvernance où on a une règle d'unanimité qui complexifie déjà beaucoup des politiques qu'on souhaite mener? Ça, c'est une vieille question, aussi vieille que la politique d'élargissement elle-même. Et ce vieux débat qui est en particulier, pas uniquement, mais quand même très franco-français, élargissement versus approfondissement. Aujourd'hui, personne n'a vraiment envie de réformer le traité dans son ensemble. Ce serait courir à la catastrophe, certainement. Par contre, à l'occasion de la modification nécessaire du traité, par exemple avec l'adhésion du Monténégro, peut-être de l'Islande, si les Islandais se prononcent en faveur de l'adhésion en référendum du mois d'août prochain, à la faveur de la modification nécessaire, quand on intègre un pays, on modifie nécessairement le traité. On pourrait avoir certains aménagements avec lesquels tout le monde pourrait vivre, par exemple sur les vétos, et reprendre la formule de Enrico Letta. Lorsqu'un pays s'oppose, on ne prend pas en compte s'il n'y en a pas 2 autres, c'est-à-dire minimum 3. Ce genre de modification, minime au sens où on pourrait trouver un consensus, permettrait d'avancer sans risquer un blocage complet par une nouvelle convention européenne que manifestement aujourd'hui personne n'a envie de voir. Mais je crois que tout cela ne peut réussir sur l'élargissement si on ne met pas les choses noir sur blanc.
Moi, je propose un document qui s'appellerait Agenda 2030, comme la Commission l'avait publié en 97, c'était l'Agenda 2000, où on met noir sur blanc les obstacles, les problèmes à l'adhésion de l'Ukraine ou des Balkans. Et voilà les solutions qui sont proposées pour un véritable débat public. Parce que sinon, au moment de ratification de tel ou tel traité, on risque d'avoir des surprises. Mm. Mm. C'est très intéressant et je vois que l'heure passe et il est déjà 14h31. Peut-être une dernière question rapide, mais parce qu'il y a beaucoup d'enseignements et d'apprentissage dans votre bouquin, mais si vous pouviez voilà le donner à Martha Koch, commissaire de l'élargissement, et qu'elle en retient un enseignement, un apprentissage qu'elle pourrait mettre en pratique, qu'est-ce que selon vous voilà on aurait besoin maintenant tout de suite? Tout de suite, une approche pragmatique, concrète, pas de grandes déclarations, mais une petite feuille de route sur tel sujet ou avec tel pays. A, B, C, D, je propose de faire ceci, que la Commission propose ceci en septembre, que le Conseil discute de cela en octobre. Du concret, sans grande formule, sans conclusion lénifiante qui masque les difficultés. Du concret, du solide, un nouveau narratif, tout simplement. Et une belle fin des résultats tangibles. Merci encore, Monsieur Mirel, d'avoir participé à cette heure question. C'était un vrai plaisir. Je rappelle votre livre, du coup, L'Europe dépendante, otage et proie, les illusions perdues dans ses voisinages, aux éditions L'Harmattan, qui est disponible. Merci encore. Écoutez, merci d'avoir participé à cette Euroquestion. Vous pourrez retrouver cette Merci Euroquestion aussi. en replay. Il sera également disponible sur YouTube et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Euroquestion qui sera le 10 juin sur où en est-on sur le marché unique, un autre des grands travaux de l'Institut Jacques Delors. Merci encore Pierre et belle fin de journée. Merci, c'était un plaisir.